Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo forcément spéciale, une vidéo différente des autres, une vidéo que je ne pensais pas tourner, notamment hier ou encore même ce matin avant le tournage, parce que tout simplement j'ai été vraiment très choqué par les images qu'on a vues ce dimanche à Bahreïn. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous également. J'étais pas sûr de la faire parce que la course m'a semblé un peu secondaire, mais bon, finalement... Voilà, j'ai pris quelques notes, ce sera une vidéo beaucoup moins écrite que d'habitude, ce sera beaucoup plus décousu. Mais voilà, j'ai quelque chose à dire et finalement je ressentais le besoin de faire cette vidéo pour en quelque sorte avancer, parler, vous parler de cet accident, avoir vos retours, savoir comment vous l'avez vécu, pouvoir moi aussi mettre des mots sur ce que j'ai vu, faire un espèce de résumé de la situation pour pouvoir enfin la refermer parce que depuis hier on va y venir, mais j'ai plein d'images qui me reviennent en tête et j'ai du mal à les évacuer. Donc je me dis que cette vidéo peut être un moyen de faire une sorte d'exutoire et voilà, et qu'on en parle tous ensemble. Et la première chose dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, c'est un peu notre rapport aux images très violentes qu'on a vues, parce que personnellement elles m'ont beaucoup choqué, elles m'ont en fait beaucoup touché, vraiment profondément. Quand je revois les images ou quand j'en parle ou quand elles reviennent dans ma tête, je ressens une vive émotion, quand en fait jamais je n'ai ressenti devant la Formule 1. Parce que je pense tout simplement que c'est le plus gros accident qu'on ait vu récemment, en tout cas moi que j'ai vu de ma carrière de suiveur de Formule 1, c'est le plus gros que j'ai jamais vu. Plein d'autres accidents me sont revenus en tête, je pense bien évidemment à Bianchi et Hubert, mais c'est différent. Bianchi, on n'avait pas vu l'accident. Hubert, c'est un crash plus commun dans le sens où c'est dans le peloton, il y a des voitures qui se touchent, etc. Puis il n'y a pas l'explosion. Je pensais aussi beaucoup à Alonso en Australie qui avait été un crash assez impressionnant. Mais au final, je pense que le fait qu'Alonso soit sorti vraiment direct et qu'il n'y ait pas eu d'autres éléments que la voiture qui roule, bah, très vite ça m'a rassuré. Mais là en fait je pense que ce qui nous a tous choqués, bah, c'est tout simplement cette explosion absolument incroyable. J'ai encore beaucoup de mal à la revivre, à la revoir, à me rendre compte que ça s'est réellement passé. On était là, on était au départ, excités par la tension du départ. On essaie de regarder un peu qui est où, on voit qu'Hamilton est bien parti, on voit que Bottas est un peu dans le dur, on voit les Ferrari au milieu de peloton, on se doute que Leclerc est bien parti, mais Vettel est moins bien, nanana. Et d'un seul coup, au fond de l'image, un Kimi qui sort un peu sur la gauche de la piste, donc à droite de l'écran, et tout d'un coup, une autre voiture qui sort et cette explosion. Et là, à ce moment-là, tout s'arrête. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il n'y a plus de Bottas, il n'y a plus de les Ferrari, où est-ce qu'elles sont. Il y a juste un choc et un sentiment nouveau. Un sentiment que j'avais jamais expérimenté devant de la Formule 1. Un sentiment de peur extrême, tout d'abord, puis de réaction un peu viscérale face à ça. J'ai direct eu besoin de me lever, de me dire non, c'est pas arrivé, enfin, de m'éloigner un peu de l'écran, de marcher, enfin, voilà, j'ai une réaction un peu que j'avais jamais eue, en tout cas devant de la Formule 1. Je pense que c'est principalement dû à l'explosion. L'explosion, elle est phénoménale. En plus, c'est sur le direct, on regarde pas spécialement là à cet endroit et elle nous prend cette explosion, elle prend toute l'image et il n'y a plus que ça qui reste, quoi, donc vraiment, vraiment incroyable. En fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est que on voyait plus de feu en Formule 1, bon, à part des feux sur des moteurs, mais très vite maîtrisés. Enfin, on voyait pas d'explosion de feu en fait. Et c'est tellement une image inhabituelle que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que la voiture avait explosé, littéralement, comme une bombe, enfin, qu'elle était en mille morceaux. Enfin, et pendant les 2 minutes où on n'avait pas de nouvelles, dans ma tête, c'était totalement impossible que le pilote qui était dedans ait survécu. Et ça, c'est un sentiment nouveau, comme j'ai dit, parce que j'ai plus peur actuellement en Formule 1 quand je vois des crashs. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Cette saison, je crois que j'ai eu peur 2 fois. J'ai eu peur pour Leclerc à Monza, parce que le choc est vraiment frontal et on l'a vraiment vu à pleine vitesse. Donc voilà. Et j'ai eu peur pour Giovinazzi à Spa, parce qu'en fait, l'angle de la caméra, on n'a pas vu le crash en direct, et on revient juste sur un angle de caméra où on a l'impression que la voiture est particulièrement déchiquetée, ce qui a été dur à voir, mais en fait, finalement, le crash, il est pas si dangereux. C'est les 2 seules fois de la saison où j'ai eu peur, je pense. Et là, vraiment, pour Grosjean, ouais, il y a eu 2 minutes où, dans ma tête, il n'y avait aucun autre scénario possible qu'une mort atroce, quoi. Je vais dire les mots, parce qu'on est là pour parler entre nous. Ouais, pour moi, pendant près de 2 minutes, vu la violence et surtout la surprise que ça nous a provoqué, ça me paraissait tellement impossible qu'une voiture explose, qu'il y ait
une telle boule de feu quoi, qui a été vraiment choquante. Pour moi, voilà, l'issue était forcément horrible. Et ça a été 2 minutes très rudes qui me marquent encore, voilà, pour tout vous dire. Et puis tout d'un coup, ce plan incroyable, où on voit la voiture médicale, on voit un casque noir, et derrière ce casque noir, on aperçoit un bout de visage. Et voilà, pour moi, c'était un miracle. C'est le mot que tout le monde utilise forcément. Mais waouh, d'un seul coup, on comprend que c'est Romain Grosjean, et qu'en fait, il va bien. Enfin, son visage, il est pas brûlé, il est pas en sang, il est pas inconscient, il est assis, il bouge tout seul. Et en fait, je suis passé vraiment en 1 seconde de c'est sûr, il est plus avec nous, à il est normal. Et ça, c'est une image qui est vraiment incroyable. Surtout que je m'attendais pas à avoir une image de lui. Je pensais vraiment que vu la gravité, ce serait comme Bianchi en fait, on n'aurait pas d'image. Et on serait tenu au courant par des points presse de sécurité, enfin de santé. Et donc d'avoir cette image incroyable. Et quelque part, heureusement qu'on a eu cette image avant d'avoir le ralenti complet. Bravo à Liberty Media d'ailleurs là-dessus, d'avoir été capable de nous isoler des images et d'avoir quand même assez rapidement envoyé une image de Grosjean pour nous rassurer. Ça n'a pas été trop long finalement. Je pense que ça a duré 1 minute 30, 2 minutes, j'ai pas chronométré, j'ai pas revu. Mais bon, ça doit être ça environ. Et heureusement qu'on a eu cette image-là avant de voir le replay du crash. Parce que là, une deuxième partie de l'horreur a commencé. Et c'est des images qui, elles aussi, ont été très choquantes. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, déjà, premier truc, il a transpercé le rail. L'avant de sa voiture est passé dans le rail s'est désintégré avec lui, il a coupé le rail, quoi. Une chose qui est totalement inimaginable. Et l'autre ralenti, c'est la vue aérienne, où on le suit comme ça, et on se rend compte que la voiture se coupe en deux. Et waouh, le choc que ça a été vraiment un deuxième choc, c'est de se dire, mais waouh, incroyable. En fait, après, on aura de plus en plus d'images. Au début, on ne sait pas où est Grosjean dans ce crash, parce qu'on se dit, waouh, la voiture elle est coupée. Elle est coupée où? Ça se trouve, elle est coupée juste au niveau de son dos, donc ça se trouve, il est tombé. Enfin, moi j'ai tout imaginé sur le coup, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Puis au fur et à mesure, les images vont arriver, on va comprendre ce qui s'est réellement passé. Et moi, ça m'a beaucoup touché parce que je me suis vraiment rendu compte de ce à quoi il a assisté dans le premier rôle, quoi. Sa voiture s'est coupée en deux, il est passé sous le rail, dans le rail. Il a dû s'extirper. Bon voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, plus on avait d'images, plus on comprenait vraiment le détail de l'accident, et plus c'était difficile de regarder les images et de ne pas être touché, quoi. Genre, moi, pendant 1 heure, j'étais un peu tremblotant, fébrile, quoi, parce que les images sont insoutenables par moments, quoi. Donc au final, Romain Grosjean, il a passé 28 secondes dans le feu. Et je pense que la caméra qui restera le plus de cet accident, c'est celle de l'autre côté de la piste, qui donc filme l'accident, filme l'explosion. Un peu du mal à cadrer parce qu'elle ne sait pas où est la voiture, vu qu'il y a 2 parties. Mais d'abord, au premier abord, on ne voit pas la première partie où est toujours Grosjean. Et puis après, d'un seul coup, capte que Grosjean est dans la barrière, et on le voit bouger, s'extirper finalement, et marcher. Et cette caméra-là, elle est sensationnelle, voilà, elle est très forte. Il y a des photos qui ont été faites de Grosjean qui vient de sortir de son baquet, qui est encore contre la barrière et qui a le feu autour de lui et qui est comme ça, enfin, un super héros. Et quand on voit l'état dans lequel sa voiture est, je vous mettrai quelques images qui sont incroyables. Et quand on sait que lui, il a perdu une chaussure dans le truc, on le voit pieds nus d'un côté. On voit sa visière fondue la visière. On voit son casque brûlé. Pour tout vous avouer, je prépare une vidéo sur les casques pour dans pas longtemps. Et du coup, je me suis beaucoup renseigné sur tous les tests que doivent faire des casques pour être homologués. Et notamment des tests de chaleur, de résistance à la chaleur. Et je peux vous dire que quand j'ai vu le casque brûlé par partie, ça m'a refoutu un coup parce que... avec ce que j'ai lu dans la semaine par rapport à mes recherches, ça me paraissait également impossible. Bon voilà, ça c'était la première partie de cette vidéo, la partie un peu émotion, comment on a réagi, comment j'ai réagi. C'était une partie, je sais pas si elle était très intéressante, elle était surtout très personnelle
parce que quelque part, moi j'avais besoin d'en parler, et je pense que peut-être ce sera votre cas aussi, donc n'hésitez pas. Ensuite, comment se passe le crash? En fait, moi ce que j'en ai déduit, j'ai pas fait Polytechnique, mais c'est un peu ce qu'on en a tous déduit, je pense, c'est que voilà, il y a ce choc, voiture qui freine devant, il se déporte, d'ailleurs, au final c'est peut-être une petite erreur, peut-être qu'il doit pas, mais bon ça c'est secondaire, on s'en fiche. Il tape Kvyat et ensuite il est plus que passager, il part tout droit. Et en fait sa voiture, avec l'angle et la vitesse, 221 km/h au moment où il tape, 53G, quand le chiffre de 53G est tombé à la télé, ça a encore été un moment où on s'est dit waouh, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait l'avant de sa voiture, je pense, se coince dans le rail, ce satané rail. Moi c'est la chose qui me fait le plus peur en voiture, c'est les rails de sécurité. C'est tranchant comme du verre, ça me fait peur. Et sa voiture, du coup, l'avant de sa voiture se coince dans le rail, mais la voiture, elle n'a pas fini son choc, quoi. Elle s'est pas arrêtée net. Et du coup, le mouvement naturel de la voiture, ça aurait été de taper et ensuite de contrebalancer vers l'arrière. Du coup, elle a fait ça, sauf que l'avant était retenu par le rail. Et du coup, sous la pression, en fait, la voiture, elle a cassé. Ce qui laisse imaginer la puissance du choc. Voilà. Puis au final, voilà, Romain Grosjean était dans sa petite cellule de survie, entre deux barrières du rail qui ont fini par s'écarter. Il était niché dedans. Et là, voilà, on imagine ce qu'il a vécu. Déjà, la violence du choc, s'en relever, puis se rendre compte en une demi-seconde qu'autour de nous, il n'y a que des flammes, qu'on est je sais pas où, dans je sais pas quoi. Enlever les sangles, enlever le headrest, sortir. Voilà. Ce qu'il a vécu, c'est hallucinant. Alors cet accident, moi, il m'a beaucoup fait penser forcément à Niki Lauda en premier lieu, voilà, par rapport aux flammes. Je ne sais pas s'il est resté plus ou moins longtemps que Niki Lauda dans le feu. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il était mieux protégé, notamment au niveau de la combinaison, etc. Donc ça c'est incroyable. L'explosion, je pense qu'elle est encore plus impressionnante que celle de Lauda, on n'est pas là pour comparer, mais voilà. M'a fait penser aussi à deux autres accidents. Lafitte, pour plusieurs raisons, parce que c'est un choc aussi frontal contre une barrière, au départ, donc ça fait plusieurs points communs. Puis Lafitte et Grosjean, c'est un peu deux pilotes que j'associerais dans leur carrière. En plus, Lafitte, c'est un incident qui a un peu mis fin à sa carrière, on va dire. Et du coup, ça me fait pas mal penser à Grosjean qui va bientôt s'arrêter. Et j'ai aussi pensé à Kubica, voilà, en rallye, pour le coup du rail. Parce que ces rails, moi, ils me terrifient depuis l'accident de Kubica. Donc voilà. En fait, cet accident m'a fait penser à un accident des années 60-70 où le rail, où les arbres étaient directement responsables de la mort d'un pilote. Je pense à l'accident de François Sever, qui est horrible. Voilà, c'est un accident un peu comme ça, où en fait les éléments autour du circuit font peur. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On va dire un petit mot de la sécurité. D'abord, un immense bravo au Marshall, voilà, sans qui il y aurait rien en fait. S'ils sont pas là, il n'y a pas de course, il n'y a absolument rien. Je pense d'abord au premier Marshall qui était là, qu'on vu une voiture taper un mur à 221 km/h à 1 ou 2 mètres 2, qu'on vu une explosion partir, qu'on eu la chance de ne pas se prendre un pneu ou des débris dans la tronche, et qui ont réagi au quart de tour. Bien sûr, ceux de la Medical Car, je vais retrouver leur nom. Voilà, c'est le docteur Ian Roberts et Alan Van der Meeuwe, voilà, donc qui ont été les deux héros un peu de cette action. Direct, on sauté de la Medical Car avec l'extincteur, voilà, qu'on tout de suite permis à Grosjean. Ils sont les mêmes dans les flammes. Il y a un des deux qui va dans les flammes, qui met son pied, etc. On voit le visage rougi sur une photo, ce qui est très fort comme image. Et on a aussi vu leur interview après dans le paddock. Et ils disent qu'en fait ils se préparent à tout, ils font un nombre de protocoles, de scénarios incroyables, mais qu'au final quand ils se sont retrouvés face à ça, au final ils ne l'avaient jamais vécu en vrai. Et ce qu'a dit Ian Roberts, ça m'a beaucoup marqué. Il a dit au final, you know when you saw that, you go and you help. Voilà, c'est tout ce que tu fais, quoi. Voilà, la Medical Car qui se stoppe à toute vitesse, les mecs qui sortent avec l'extincteur, et voilà, des héros. Côté sécurité, oui, merci au halo. Personnellement, j'ai jamais été contre le halo. J'ai toujours pensé que c'était pas assez, qu'il protégeait pas assez, notamment sur le haut de la tête. Donc en fait, j'étais pour le halo, mais contre dans le sens où je pensais que c'était pas ça qui sauverait d'accident. Au final, entre Charles Leclerc à Spa en 2018 et là, Romain Grosjean, parce que clairement, sans le halo, c'est sa tête qui prend le rail. Enfin, bon voilà. Puis après, il n'y a pas que ça qui a fonctionné, mine de rien.
tout le reste a fonctionné, les gants ignifuges, la sécurité du casque qui pendant 28 secondes a été dans le feu et n'a pas brûlé la tête du pilote. Je sais pas moi, la combinaison ignifuge, tout a fonctionné. La cellule de survie, quand on voit le choc et comment la voiture est intégrée, bah mine de rien, la cellule de survie, elle est intacte. Elle est brûlée, elle est réduite à son minimum, mais tout ce qui ne devait rester autour du pilote est resté. Et s'est niché avec lui dans le rail et lui a permis de survivre. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que malgré 53G, malgré 221 km/h, malgré un rail désintégré, malgré une explosion, la cellule de survie, elle a fait survivre le pilote. Voilà, donc il y aurait plein d'évolutions de sécurité qu'on pourrait évoquer qui ont sauvé la vie de Grosjean aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. On va finir cette partie sur l'accident en parlant plus de Romain en lui-même. Bon, ma première chose incroyable, qu'il n'est que des brûlures qui visiblement ont l'air plutôt légères. Bon, bien évidemment, on n'est que 24 heures, même pas après l'accident, donc on attendra des bilans plus complets. Et voilà, mais au moment où je tourne, on vient d'apprendre qu'il serait probablement sorti de l'hôpital demain mardi. Au final, la seule chose qui l'a blessé, c'est d'avoir dû s'appuyer sur des choses en feu au moment de sortir. C'est-à-dire c'est quand il a mis les mains sur la barrière, les pieds sur la barrière, etc. C'est seulement ça qui l'a blessé dans l'accident. Bon, après, on attend d'autres examens, mais c'est fou. Et après, voilà, un petit mot pour lui, quelque part, hein, dans le sens où bah, voilà, c'est un mec que j'ai toujours trouvé trop critiqué à tort. Voilà, c'est honteux. Ça me fait pas mal penser à ce que prend un peu Giroud dans la tronche en équipe de France. J'arrive pas à comprendre pourquoi on est si méchant. Pourquoi certains sont si méchants avec voilà, les pilotes, etc. On peut critiquer, on peut dire qu'il n'a pas été bon à tel moment, etc. Mais souvent, il y a un manque de mesure. Il y a une facilité à se jeter sur lui qui est dégoûtante. Voilà, ça me dégoûte un peu encore plus dans ces moments-là. Mais au final, voilà, je pense que les personnes qui regardent le sport auto avec suffisamment de sérieux avaient déjà beaucoup de respect pour lui et pour sa carrière et pour ce qu'il a fait. Et là, maintenant, voilà, on peut être que admiratif. Sur le coup, je me suis dit, bon, arrête-toi là, Romain, retourne chez toi, va faire des gâteaux avec ta famille, il n'y a que ça qui compte. Mais au final, il fera absolument ce qu'il veut. Voilà, c'est à lui de prendre cette décision. Et quoi qu'il arrive, on sera derrière lui. Et d'ailleurs, les dernières nouvelles nous disent qu'il serait partant, enfin, il ferait tout pour être à Abu Dhabi pour finir sur un dernier Grand Prix en Formule 1. Et s'il fait ça, moi, ça ne fera qu'augmenter l'immense admiration que j'ai pour lui. Voilà, bon. Voilà, c'est la dernière note, je voulais penser à lui, penser aussi à ses proches qui ont vécu un moment d'horreur que je n'ose même pas imaginer. Et voilà, au final, on va finir cette partie sur une bonne note. Romain Grosjean est là, Romain Grosjean a vécu un truc qui pourra raconter toute sa vie de l'intérieur. Romain Grosjean, maintenant, ne va vivre que du positif. Voilà, il va, on l'espère pour lui, faire ce qu'il veut, c'est-à-dire un dernier Grand Prix qui se finira bien. Peut-être avec une bonne surprise, des points, quelque chose comme ça. Et ensuite, bah voilà, ce sera famille, ce sera sim racing, ce sera ce qu'il veut, mais ce sera avec bonheur. Et ce sera sûrement avec une vision différente aussi, en se disant que bah voilà, la F1, c'est pas si grave de la quitter. Voilà, il y a plus important dans la vie. Alors, dernier petit point, il y a une polémique sur le fait que les images ont beaucoup été remontrées. Je peux comprendre la polémique, je peux comprendre l'avis de Daniel Ricciardo. Mais après, je pense que c'était nécessaire d'expliquer et que les images ont été montrées dans le bon sens. On a d'abord vu qu'il allait bien, on a d'abord attendu, et ensuite, petit à petit, on nous a montré des images pour comprendre. Problème, les images étaient vraiment ultra violentes, plus que d'habitude ce qu'on voit dans tous les autres crashs. Donc oui, une question se pose de est-ce qu'il aurait fallu les montrer, tout en sachant qu'on les aurait vus ailleurs, hein. On les aurait vus sur Twitter, on les aurait vus, donc ça c'est pas très important. Et après le petit truc qui me gêne, c'est effectivement de les remontrer en boucle. Bon, après, il faut se dire qu'il y avait 1 heure de temps à combler niveau image. Mais on aurait pu rester sur les images du paddock. Je pense qu'on s'en serait tous contentés. Il y a eu peut-être un petit abus de remontrage. Et dans l'ensemble, je trouve un certain laxisme. Dans le sens où c'est des images qui sont quand même très choquantes. Et on les montre de la même manière qu'on montrerait un autre accident de la saison. Alors que pour moi, c'est pas un même accident qu'on a vu cette année. C'est un accident différent. Par exemple, la F1 tweet actuellement des images avec le crash, le feu. Voilà, je pense qu'il devrait s'abstenir parce que voilà, après c'est pas non plus super important et je veux pas faire une polémique là-dessus, mais voilà, c'était mon avis.
Bon, on va passer à la course maintenant, on va parler un peu de ce qui s'est passé. Première chose, je ne mettrai pas de notes aujourd'hui parce qu'elles m'ont semblé terriblement dérisoires. Voilà, il y a eu le crash, il y a eu 1 heure de stress, 1 heure où on n'était vraiment pas bien, la course a repris. Et puis mes réflexes sont revenus, je me suis dit, bon alors Sainz, ok il partait combien, nana, ah ouais, c'est au niveau de sa note, ça pourrait être pas mal. Et au moment où dans ma tête j'ai commencé à penser à une éventuelle note, j'ai eu un peu un dégoût. Je me suis dit ouais non, je vais pas noter aujourd'hui parce que je me sens pas de mettre une note à ces pilotes après ce qu'ils ont fait. Ils ont vu un de leurs collègues vivre un truc terrible et ils sont repassés au même endroit que lui, à la même vitesse que lui. Donc c'est incroyable. Et puis même la course je l'ai regardée avec un œil différent, même pas vous cacher que petit à petit je m'en suis un peu désintéressé. Donc voilà, pas de note aujourd'hui. Peut-être que je les actualiserai plus tard, un jour où je trouverai le courage. Ou sinon cette course restera sans note, qui ne changera pas forcément grand chose. Voilà, je sais pas. Première chose à dire, c'est qu'on a l'accident le plus horrible qu'on ait jamais vu, on est tous encore choqués, la course reprend, et au bout de 2 minutes, on a une voiture qui est sur le toit. Bon, au final, moi les voitures sur le toit, ça me fait pas flipper parce que c'est impressionnant, l'image elle est forte quand on voit une voiture retourner, mais au final, c'est 100 fois moins dangereux que de taper un mur, quoi. Parce qu'au final, le pilote risque absolument rien, ça doit être une expérience un peu secouante, mais niveau danger, il n'a quasiment pas, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, je suis pas d'accord avec les 10 secondes de pénalité mises à Kvyat. Je trouve que c'est beaucoup. En même temps, c'est pas surprenant, hein. Vu ce qu'on venait de voir, les commissaires n'allaient pas être un peu laxistes, ils allaient forcément frapper fort. Mais je trouve qu'il y a une grosse part de la responsabilité qui va à Lance Stroll. Lance Stroll qui écarte et qui referme le virage comme s'il n'y avait absolument personne alors qu'on est dans le premier tour. Il sait qu'il y aura forcément quelqu'un, donc encore une fois un accident où Lance Stroll est quand même un peu responsable, quoi, et la saison de Lance Stroll me laisse de plus en plus perplexe, quoi. J'avais vu un tweet passer qui disait que lors de ses 5 dernières qualifs, il y a 4 éliminations en Q2 très loin de son coéquipier et une pole. Montagne russe Lance Stroll, et encore une fois aujourd'hui il n'y a pas de résultat parce qu'il fait une connerie, donc dommage. Mais voilà, il faut qu'on parle de cet homme aussi, Lewis Hamilton, parce qu'on parle depuis je sais pas combien de temps déjà, et puis bah, en fait il y a un mec qui vient de remporter sa 98e pole et sa 95e victoire sans trembler, en faisant 2 départs monstrueux, en relançant sur 2 safety cars, en faisant 3 arrêts au stand. Bah voilà, en fait on peut faire tout ce qu'on veut. Il peut se passer tout ce qu'on veut, Lewis il gagne, il lui arrive jamais aucun pépin, quoi. On a vu ce qui s'est passé avec Bottas, on en parlera plus tard, bah, ça n'arrivera jamais à Lewis, un truc comme ça. Et voilà, j'ai pas de mots pour Lewis en fait, qui a juste été parfait à la fois sur la piste, où on peut rien lui reprocher, et à la fois dans ses propos, dans sa manière de célébrer, où il a été d'une dignité folle. Voilà, si j'avais dû le noter, j'aurais certainement mis 20 sur 20, parce que c'est trop. Derrière, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Verstappen, qui a cessé de répéter à son équipe que 2e, 4e, 3e, 8e, il s'en fout, il veut être premier, et que de toute façon la saison elle est finie, il sera 2e ou 3e du général, Red Bull sera 2e du constructeur, alors autant faire 2, 7, 8 arrêts s'il faut, mais allez on tente tout, on y va à fond. Donc j'ai beaucoup aimé, ça a pas mal animé le Grand Prix. Bon malheureusement il est impuissant face à la Mercedes qui est en totale gestion. Mais bravo Max, et encore une fois, ce mec il fait flipper, parce qu'on se dit qu'il peut vraiment être le futur Lewis Hamilton, quoi. S'il tombe au bon endroit au bon moment, ce mec va enfiler les victoires et les titres s'il le peut, quoi. Donc c'est flippant. Un mot aussi pour Perez, voilà, qui a fait un week-end tout bonnement exceptionnel, entre sa qualif et sa course, ses 2 départs, sa gestion... fabuleux. Voilà, Sergio Perez c'est le meilleur pilote du milieu de plateau et on le sait depuis 5 ou 6 ans, voilà, et il le prouve à chaque Grand Prix. Cette année c'est la première fois qu'il ne finit pas dans les points et c'est lors d'un abandon mécanique à 3 tours du but alors qu'il était 3e. Voilà, je pense que ça veut tout dire. Ce mec là devrait avoir sa place en F1 l'an prochain, normalement, dans un monde bien fait. Aujourd'hui lundi où je tourne, il va y avoir une conférence de presse de Sergio Perez, il va annoncer certainement qu'il ne sera pas en Formule 1 l'année prochaine. Une vidéo d'ailleurs à ce sujet sera prévue pour demain mardi, pour un peu tenir au courant de ce qui s'est passé, et on fera un point plus global sur sa situation. Du coup on évoquera aussi son éviction, est-ce que c'est mérité ou pas, etc. Mais voilà, je veux juste tirer un gros coup de chapeau à Sergio qui encore une fois ce week-end a été Sergio Perez-esque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Un petit bravo aussi à Albon qui au final n'a pas fait le meilleur des week-ends. On pense notamment à l'écart monstrueux qu'il y a encore avec Verstappen, mais on va pas se répéter sur les raisons depuis le début de saison. Et au final, j'ai envie de retenir que le positif. Il fait un crash terrible en FP2 et on se dit que aïe aïe aïe, ça commence à puer. Finalement en qualif, il est là, il fait 4ème, certes à 6 dixièmes de max, mais voilà, meilleur des autres, c'est ce qu'on lui demande, je pense, cette année. Et dans la course, il se fait seulement devancer par Perez, qui a été stratosphérique avec une voiture qui est très très forte. Et puis au final, il a la chance de récupérer la 3ème place, qui va lui faire du bien. Mais bon, 3ème ou 4ème, au final, ça change pas grand chose à sa course, qui a été plutôt bonne et que j'ai bien apprécié. Donc voilà, content pour lui. Je pense de plus en plus qu'il va rester et qu'au final, c'est un choix qui peut se comprendre. Coup de chapeau aux McLaren qui, mine de rien, font une super opération, 4ème et 5ème, bien aidés par l'abandon de la Racing Point qui les fait passer largement 3ème du constructeur, ce qui est génial. Mais au final, McLaren avait 2 pilotes vraiment très très bons ce week-end. Je pense que McLaren a le meilleur duo de pilotes, niveau esprit, niveau, enfin tout. Et ça s'est vu ce week-end sur la course, où ils ont été juste exceptionnels. Je pense notamment à Carlos Sainz qui partait très très loin, qui finit 5ème. Quel pilote incroyable Carlos Sainz. Je ne cesse de le répéter de Deprix en Deprix, mais pour moi, Sainz c'est le prochain Perez. C'est un pilote qui, à toutes les courses, on va pas le voir. Puis en fait, il va avoir fait un relais de 45 tours en médium et il va finir 5ème. Voilà, c'est ce qu'il va faire à chaque course, je pense, pendant 10 ans. Donc je suis très heureux et je pense encore une fois que Ferrari a fait un très bon choix. Donc voilà, coup de chapeau à McLaren qui ressort un peu d'une situation un peu terne dans laquelle ils étaient depuis quelques Grands Prix. Encore une fois, il y a un gros résultat à la clé et bravo, bravo à eux. En comparaison, c'est plus difficile pour Renault, même si j'ai beaucoup aimé leur week-end. Les 2 voitures en Q3, les 2 voitures dans le top 10 tout au long de la course, un très bon niveau global affiché. Voilà. Au final, ils tombent un peu juste face au McLaren et il y a peu de points en comparaison. Voilà. Mais au final aussi, à dire que les 2 voitures ont fait une course équivalente, Ocon a vraiment été du niveau de Ricciardo ce week-end et ça c'est vraiment très très positif. On continue de descendre la liste et je veux dire un petit mot pour Gasly qui fait une 6ème place avec son AlphaTauri, c'est juste exceptionnel. Voilà. Je ne vais pas me répéter sur Gasly depuis le début de saison, c'est juste admirable encore une fois, il est dans le top 6 avec sa voiture, il fait un Grand Prix parfait, il est génial. J'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qu'il peut nous donner dans l'avenir. Un petit mot aussi sur Valtteri Bottas qui a encore une fois montré l'écart abyssal entre lui et son coéquipier à tout niveau de la course. Encore une fois, c'est pas la première fois, on le voit rater son départ comme il avait fait notamment en Italie ou en Hongrie. Et après, il n'arrive à rien. Il n'est pas arrivé à doubler Kimi, qui avait pourtant un aileron avant qui tombait par terre. Il n'y est pas arrivé avec une Mercedes. Donc voilà, c'est vraiment flippant. Quand on voit qu'il n'arrive à remonter que 8ème, c'est dur, ça fait mal au cœur. Je ne sais pas s'il a lâché. Mais en tout cas, on a vraiment un Valtteri qui aura montré 2 visages cette saison, par moments très conquérant. Je pense à l'Autriche, je pense à tout le milieu de saison, où en fait, du Nürburgring jusqu'à avant la Turquie, il a été très offensif, il a été très malchanceux. Et puis il y a le Valtteri qui en fait, au final, est trop loin, comme on le voit en Turquie, comme on le voit à Bahreïn. Ça fait mal au cœur. Dernier point sur lui, je ne sais pas si c'était légal, mais Mercedes a fait un arrêt au stand où ils lui ont changé seulement 3 roues sur 4. Je ne sais pas si c'est autorisé. Je ne sais pas s'il risque une disqualification, à voir. En tout cas, bizarre, vraiment bizarre. Parler un peu des Ferrari qui ont été encore une fois très décevantes. J'ai envie de dire qu'elles ont retrouvé leur niveau, on va dire, de la Russie, où il s'est reproduit un peu le même scénario avec des voitures qui sont bloquées en Q2, un Leclerc qui fait des miracles sur les 5-10 premiers tours, mais qui très vite est pénalisé par le niveau abyssal de sa voiture et dégringole, et au final ne peut rien faire, notamment sur les lignes droites, où il se prenait une claque à chaque fois. Donc voilà, ça fait mal au cœur. Ferrari, on connaît leur déboire, c'est pareil, on fera le bilan à la fin. Un petit mot sur Leclerc qui encore une fois montre son talent. Pourtant il galérait, hein. Vettel était devant lui jusqu'à la qualif, où Vettel se qualifie devant lui, il n'y a que quelques millièmes, mais tout de même c'est un signe vu l'écart qu'il lui mettait sur les week-ends précédents. Et voilà, Leclerc encore une fois fait briller son talent quand il peut. Et puis au bout d'un moment, malheureusement la voiture est trop mauvaise, quoi. On a vu ce qu'en faisait Vettel. Vettel était dernier au bout de 2 tours et il disait que sa voiture était impossible à conduire. Donc voilà, un petit mot aussi sur ce qu'a dit Vettel qui râle que Charles l'a attaqué. C'est vrai que sur les 2 départs, Charles fait exactement pareil qu'en Styrie, c'est-à-dire qu'il voit un trou de souris et il laisse la voiture s'y glisser à côté de Vettel.
Bon, les 2 fois étaient cette fois-ci beaucoup mieux maîtrisés. On pourrait dire que Charles a retenu les leçons, c'est-à-dire qu'il a fait ce mouvement seulement quand il était sûr de pouvoir le faire en toute sécurité. Mais je comprends aussi Vettel qui au final les 2 fois est coincé par Charles un petit peu et qui au final s'attend pas à être coincé par son propre coéquipier. Voilà, je peux comprendre, mais Charles est un pilote offensif qui en veut, qui a faim, qui est très exigeant avec lui-même, qui est très offensif, très conquérant, qui laisse passer aucune opportunité. Donc voilà, j'ai pas envie que Charles change de comportement, même si je trouve que c'était un peu limite. Dernier point, je vous invite aussi à faire un tour sur le Twitter de Astrovinette qui a fait un live covering des communications radio entre Leclerc et son stand, et c'est déprimant. Son ingénieur il capte rien, ils s'entendent pas, Leclerc il a fini très frustré, limite énervé à leur dire vous comprenez rien, etc. Il y a eu des mots assez durs. Et on n'en peut plus de cet ingénieur chez Ferrari qui a une voix qui nous sort un peu par les oreilles maintenant. Il y a vraiment des gros problèmes. Et j'ai vraiment très peur que Ferrari gâche le talent qu'est Charles Leclerc. Je veux dire, c'est ma plus grosse peur actuelle en Formule 1, c'est que Ferrari arrive à faire foirer Charles Leclerc. Voilà. Ça me fait très peur, très peur. On va finir ce débrix en parlant de Russell et de Williams qui ont fait un très bon Grand Prix. Je dois avouer ne pas les avoir regardés très attentivement parce qu'au final je regardais plutôt d'autres choses et j'ai un peu lâché la course. Mais au final il termine pas loin des points niveau position avec un Russell qui a fait, je pense, peut-être un de ses meilleurs week-ends en Formule 1, à la fois sur la qualif où il passe encore en Q2 de manière géniale, où il met 9 dixièmes à Latifi et où en course enfin il concrétise, hein, il a été à la porte des points tout du long, donc grand bravo à lui. Et la réussite de Latifi durant la course montre aussi que la Williams fait du progrès. En qualif, ils ont gagné 2 secondes et demie par rapport à l'an passé. En course, ils ont dû gagner énormément aussi. Donc bravo. Williams va dans le bon sens. Ça fait plaisir. Donc je voulais finir ce débrief en le soulignant. Oh, difficile de faire un bilan sur ce Grand Prix. On va quand même en faire un petit en disant que il a été mieux que ce que j'espérais. Je m'attendais à un départ mouvementé. Puis ensuite une course calme où il n'y aurait pas trop de dépassements et au final il y a eu pas mal de bagarres. Je repense à Leclerc face à Ocon, Leclerc face à Gasly, Leclerc face à Sainz, Sainz face à Ricardo, qui ont été des batailles vraiment magnifiques. Au final il y a eu 3 ou 4 arrêts par pilote, ce qui est vraiment extrêmement rare, ce qui a été génial du coup parce que ça a sans cesse remis un peu de suspense, etc. Même si au final les positions n'ont jamais vraiment réellement bougé de manière significative. Donc au final un Grand Prix qui a été plutôt pas mal, même si malheureusement on ne l'a pas regardé très attentivement. Je vais quand même faire un point sur le classement où on voit qu'Hamilton peut potentiellement finir la saison avec un score qui sera presque le double de celui de Bottas, ce qui ferait sincèrement très peur. Un Verstappen qui au final s'est rapproché de Valtteri, je vous l'avais dit, porté par son envie de gagner, il va se rapprocher de Valtteri. Perez aurait pu tuer la lutte pour la 4ème place, mais malheureusement il se fait voler 12 points. Ce qui fait que Ricciardo passe 4ème, voilà, donc ça sera très serré. Et mine de rien, au final, je me suis un peu trompé puisqu'on voit que Norris, Sainz et Albon, avec leur bonne position, au final, sont revenus dans la lutte. Donc au final, on risque d'avoir une lutte à 6 pour cette place numéro 4. Un Gasly qui vient potentiellement d'assurer, faudra voir, mais normalement ça devrait passer, sa place dans le top 10 du général. Bravo à lui, magnifique. En deuxième partie de tableau, pas de points, toujours pour Stroll, qui va finir très loin et dont on devra analyser la saison de manière particulière. Ocon renoue avec les points, et sinon rien à signaler. Niveau constructeur, encore une fois, les places 1, 2, 7, 8, 9 et 10 sont jouées. J'ajouterai même la 6ème qui reviendra à Ferrari en fin de saison. Pour moi, ils ne marqueront plus de points à la régulière. On a vu ce week-end que le seul point qui marque, c'est parce que Perez abandonne et parce que Kiat est pénalisé de 10 secondes. Donc je pense que ce sera pareil sur le layout et à Abu Dhabi. Ensuite, McLaren a fait un gros pas. Paradoxalement, c'était Racing Point qui aurait dû être 3ème, mais un petit abandon à 3 tours a tout changé. On le savait, ça se jouerait dans un mouchoir de poche entre ces équipes. Mais McLaren semble avoir pris un vrai pas d'avance. À voir le week-end prochain. De toute façon, ça se jouera jusqu'au bout. Entre ces places 3 et 5 qui sont décidément très serrées. Voilà, c'est ainsi que va s'achever ce débrix. Un débrix forcément particulier. Beaucoup plus décousu, beaucoup plus long aussi, je pense. Mais j'en avais personnellement besoin, en quelque sorte, de faire un gros bilan pour pouvoir refermer cette page tranquillement. Passer à autre chose. Je sais que dans les prochains jours, on aura des nouvelles de Romain. On le verra certainement sur des plateaux télé. On le verra certainement donner quelques interviews. Et ça va nous faire du bien. On va pouvoir passer à autre chose. Donc c'est cool. Je vous invite dans les commentaires aussi à, si vous en avez besoin, ça peut être un exutoire, voilà, dire ce que vous avez pensé de l'accident. N'hésitez pas, voilà.
Cette vidéo est aussi faite pour ça, pour un peu sortir tout ce qu'on a à dire. La seule chose que je veux dire en conclusion de cette vidéo, c'est qu'on a les 20 pilotes de la grille qui sont toujours avec nous. Et c'est la seule chose que j'ai envie de retenir. Voilà, après tout ce qui est notes, tout ce qui est analyse, tout ce qui est critique, c'est des trucs de youtubeurs. On reprendra ça le week-end prochain quand on sera un peu redescendu sur terre. Voilà, beaucoup d'émotions ce week-end, beaucoup d'émotions envers Grosjean, on espère qu'il ira mieux et qu'on va passer à autre chose. Allez, on se donne rendez-vous demain soir, mardi soir, pour une vidéo sur Checo Pérez. On parlera de son avenir, de ce qu'il aura annoncé ce soir dans son interview, dans sa conférence de presse. Sinon, la seule chose que je vous dis, c'est portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'Enzo Ferrari disait presque que le plus important en Formule 1, c'est pas toujours de gagner. À bientôt.